Bonjour, je suis Kouba, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une activité de pavage, une classe de problèmes qui peut sembler facile, mais qui peut s'avérer d'une difficulté redoutable et d'une très grande richesse mathématique. Cap au Sénégal où nous retrouvons Monsieur Diac. Merci beaucoup Rémi de l'Université de Grenoble. Bonsoir chers téléspectateurs de la chaîne Télé-École. Bonsoir chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques. Et bonsoir chers internautes qui nous suivent à partir de l'application Télé-École. Sur ce, je rappelle que vous pouvez télécharger directement sur Play Store ou App Store l'application Télé-École et suivre directement la chaîne. Et aussi regarder les anciennes vidéos. Je rappelle, pour les élèves, il y a des cours de tous les niveaux. Il y a des cours de français, de mathématiques, d'anglais, etc. Donc, j'invite les élèves vraiment à télécharger cette application-là. Pour au moins une fois, le téléphone portable sera utile pour les élèves. Nous revoici encore une fois pour cette deuxième émission d'Animat sur Télé-École. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, aujourd'hui, je vais vous donner une solution, ou bien la solution, du défi de la semaine passée. Les messages secrets des voleurs. Je rappelle que beaucoup de gens m'ont contacté via ma page Facebook ou bien via la plateforme Télé-École. Et beaucoup de gens se sont mis à réfléchir sur ce défi. Et c'est ça l'objectif de ce défi. Donc, je rappelle que l'objectif, ce n'est pas de vous faire en amont un cours de cryptographie, mais c'est de vous laisser découvrir vous-même un système de chiffrement ou de cryptage des messages, naturellement. Et vous allez voir, ce qui est intéressant est que beaucoup de gens l'ont trouvé. Sur ce, d'ailleurs, il y a Isaba qui a trouvé les deux messages. Mais j'attendais toujours les deux derniers messages qu'il ne m'a pas encore envoyés. Donc, beaucoup de gens ont trouvé et j'en suis sûr que sur ceux qui l'ont trouvé, il y a même des élèves, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune notion de cryptage ou de cryptographie. Et c'est ça l'objectif de l'animation mathématique. Donc, c'est vous faire voir que vous êtes capable de produire de la recherche mathématique. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, venons-en à notre défi de la dernière fois. Donc, si vous vous rappelez bien, les messages secrets des voleurs. Donc, je vais vous donner les solutions du premier code. Donc, le code proposé ici utilise une technique classique de substitution monoalphabétique, ce qui signifie que chaque lettre du message d'origine appelée claire est décalée d'un certain nombre de positions dans l'alphabet, ce qui donne un message inintelligible appelé chiffré. D'un point de vue formel, la transformation du message clair en chiffré, appelée opération de chiffrement, se passe comme suit. Donc, on numérote dans l'ordre en partant de 0 les lettres de l'alphabet. Donc, je vais mettre les lettres de l'alphabet ici. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, je vais les numéroter. En commençant par 0. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Normalement, ici, ça sera 25, parce qu'il y a 26 lettres de l'alphabet. J'ai commencé par compter en 0, donc je vais terminer par 25. Donc, je vais d'abord numéroter les chiffres de 0 à 25. Maintenant, on choisit le décalage inclus entre 0 et 25. Vous voyez que je vous avais dit dans les messages, les chiffres en bas du message en gauche étaient un indice. Donc, vous voyez que pour le premier message, il y avait un 7. Pour le premier message, il y avait un 7. Cela veut dire quoi? Que les lettres ont été décalées de 7. C'est seulement ça que cela signifiait. Et vous voyez bien, pour chiffrer une lettre du clair, on prend son indice et on y ajoute la valeur du décalage, modulo 25.
Modulo 25, ça veut dire quoi? Comme je ne peux avoir que 26 lettres de l'alphabet, supposons que je donne un décalage de 30 ou bien de 20, alors que je suis à la lettre 24, je ne peux pas continuer, 24 plus 20 allait me donner 44. Je ne peux pas continuer à dire 25, 26, 27, 28, 29 parce qu'il n'y a pas de lettres pour ça. Cela veut dire quoi? Modulo 25 veut dire à chaque fois où j'arrive à 25, je recommence à 0. Ce qui veut dire, j'ai donné l'exemple ici, ce qui donne l'indice de la lettre correspondant dans la lettre chiffrée. Par exemple, si on part de l'indice, si on part de O qui est là, O, normalement son indice c'est 15. Si je donne un décalage de 12, vous voyez que 15 plus 12, ça fait 27, alors que je n'ai pas 27. Donc quand je fais 15 plus 12, ça fait 27. 27, c'est 25 plus 2. Ça veut dire quoi? Arrivé à 25, je continue. 26, 27. Donc vous voyez, finalement, si je fais 25, ça fait 27, ça fait 25 plus 2, ce qui correspond à la lettre C. Bon, c'est à la lettre C. Oui, ça correspond à 2. 2, c'est la lettre C. On remplace donc tous les O du clair par des C dans la lettre chiffrée. C'est-à-dire, quand on a le chiffré et on a le décalage, on peut retourner toutes les lettres et avoir le message normal. Maintenant, il suffit de faire l'opération inverse, c'est-à-dire une soustraction, afin de retrouver le clair à partir du chiffré. Ça veut dire quoi? Si maintenant j'ai un message chiffré, avec un décalage, pour connaître le message clair, c'est-à-dire le message lisible, compréhensible, il faut que je recule, je vais faire une soustraction au lieu de faire une addition. Donc, si je passe du message clair au message chiffré, je fais une addition de 7 lettres, je décale de 7 lettres. Par contre, si je passe du message chiffré au message clair, je vais faire une soustraction de 7 ou bien une soustraction du décalage pour avoir le message. Maintenant, regardons les messages de la dernière fois. Donc, c'était Q, apostrophe, HPTL, etc. Si je transforme, ça donne seulement cette phrase de « j'aime les mathématiques ». C'est très simple. De manière pratique, comme j'ai dit que en bas, j'avais mis, voilà, le décalage c'était 7. Comme j'avais mis le 7, 7 c'est mon décalage, ça veut dire quoi? Toutes les lettres ont été décalées de 7. Cela veut dire que pour avoir le message clair, les lettres doivent reculer de 7. Ce qui veut dire, ce Q de débit, ce Q-là, je dois le reculer de 7 pour savoir à qui il correspond. Donc si Q est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce Q est un J. Une fois que j'ai la première lettre, c'est fini. Je continue à réciter les lettres de l'alphabet. Donc après J, qu'est-ce qui vient? K, L, M, N, O, P, Q, R, S. C'est fini, je recommence là-bas. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je commençais par J jusqu'à Z, je continue. C'est un boucle. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà, ça revient. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, etc. Ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais reprendre mon message. Donc, Q, c'est la même chose que J. J'écris J. Bon, apostrophe, c'est apostrophe. H, c'est quoi? Je regarde H, c'est A. P, P, c'est quoi? P, c'est I. T, T, c'est M. Et bien évidemment, L, oui, L est là, c'est E. Donc, vous voyez, le Q apostrophe HPTL, H,
P, T, L n'est rien d'autre que le mot j'aime. Donc, vous voyez, j'ai dit, une fois qu'on a une bonne lettre, c'est fini. Je continue mon alphabet en faisant le boucle et revenir. Et maintenant, c'est comme ça que je vais transformer toutes les lettres. Il est clair que si je continue comme ça, vous voyez, directement, je vais transformer. Et ce message inintelligible n'est rien d'autre que j'aime les mathématiques. D'accord? Même principe pour le second message. Ici, on a dit le décalage, c'est 19. Ça veut dire quoi? J'efface ça maintenant. Le décalage, c'est 19. Ça veut dire que pour connaître le message clair, je dois reculer de 19. Reculer de 19, je commence par cette lettre-là, L. L, je recule de 19. L est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, ça s'arrête là. Donc, le L là est un S. Et comme tout à l'heure, je continue mon alphabet. S. Quand je récite l'alphabet, après S, c'est T, U, V, W, X, Y, Z. Et je recommence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Et ça doit toujours être dans le bon sens. C'est-à-dire, quand j'arrive à R, normalement, je dois avoir S. Si j'arrive à R et je trouve autre chose que S, c'est parce que je n'ai pas bien fait la chose. Donc, il faut que ça respecte ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'arriver ici, c'est fini. Hein? Je regarde les lettres. Donc, L, c'est S. Le N, je vais regarder. N, c'est U. Le O, c'est I, etc. Donc, si je continue le même principe, j'aurai S, etc. UI, V, EZ. Donc, cette phrase-là n'était rien d'autre que suivez télé-école. C'est bon pour les deux premiers messages. Vous voyez que cette fois-ci, on vous a donné un décalage. Maintenant, on va en venir aux deux autres messages où on a rendu la vie beaucoup plus compliquée en enlevant maintenant le décalage. Maintenant, lorsque l'on ne connaît pas le décalage, on a deux solutions. C'est-à-dire, cette fois-ci, j'ai un message que je ne peux pas lire. J'ai deux possibilités. Soit, je fais comme tout à l'heure. Je teste toutes les lettres. Et il y a 25 possibilités. C'est-à-dire, je suppose que la lettre H, c'est A. Et j'essaie de transformer pour voir est-ce que la phrase aura un sens. Si ça ne marche pas, je le suppose être B. Si ça ne marche pas, je le suppose être C. Au maximum des cas, je vais faire 25 opérations. Parce que par chance, la lettre peut être à la troisième position. Donc ça, c'est une possibilité. Mais vous voyez, ça demande beaucoup de temps. Est-ce que A égale B? Je transforme tout le monde en respectant ce décalage. Ça va me faire 25 fois le travail. Au maximum. Donc, ou bien je fais quoi? Je rappelle que ce soit en mathématiques ou bien dans la vie courante, quand on veut s'attaquer à une chose, on observe ses faiblesses. Donc ici, il fallait seulement exploiter la faiblesse de la langue française. Et la faiblesse, c'est quoi? La fréquence des lettres en français, les lettres qui apparaissent le plus dans la langue sont les lettres E, A et I, respectivement. Dans la langue française, dans les phrases, vous pouvez faire le test, la lettre E apparaît le plus possible, après plus que les autres. Ainsi, lorsqu'on reçoit un message chiffré, il y a de fortes chances que sa lettre la plus répandue correspond à la lettre E, en clair. C'est-à-dire, quand on me balance les messages, voilà, donc, pour les messages 3 et 4, comme je l'ai dit tout à l'heure, on suppose que la lettre qui apparaît le plus, c'est la lettre E. On va faire ça et on va essayer de décoder pour voir est-ce que ça va marcher. Donc, je rappelle, j'avais P, R, O, H, W,
R, A. En fait, je mets tout en majuscule. CRRA. QN. ZONL. Voilà. Voilà le message 3, qui est un message chiffré et malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas de décalage. Donc, j'ai dit que on va regarder la lettre qui apparaît le plus. Donc, P une fois. Bon, il est clair qu'à première vue, on voit bien que le R vient 1, 2, 3, 4, 5. Le R vient 5 fois. Normalement, c'est la lettre la plus répandue. R vient 5 fois. Avec mon hypothèse de tout à l'heure, je vais supposer que ce R-là, c'est E. Donc, c'est seulement ça que je vais faire. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, j'ai dit que je suppose que ce R-là, c'est E. Si le R devient E, je suis là, j'écris E en bas. Et je continue la récitation des 26 lettres de l'alphabet. Après E, qu'est-ce qui vient? E, F, G, H, I, J, K, L, M. Je recommence. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D et E. Voilà, c'est bon. Et maintenant, je vais décoder. D'après ce que je viens de supposer, c'était quoi? J'ai supposé que ce R-là, c'est E. Donc, R, c'est E. Je transforme les R par E. Il y en avait 5, voilà. Avec ce même principe, donc le P là, je regarde, c'est C. Le O, où est-il le O? OP. Le O, c'est B. Le H, c'est U. Le W, c'est J. Et le C, c'est P. Le A, c'est N. Le Q, c'est D. A, c'est N. Le Z, c'est M. Le O, c'est B. Et le N, c'est A. Et le L, c'est Y. Finalement, ça me donne une phrase en Wolof. Ceebu jën Penda Mbaye. Oui, le A, c'est N. Ceebu jën Penda Mbaye. Donc, c'était seulement ça. Donc, pourquoi on a donné cette phrase? On a vu que cette même faiblesse de la langue française réside un peu dans la langue Wolof. Bien sûr, qu'en Wolof, il n'y a pas d'étude qui a été faite pour être sûr que la lettre qui apparaît le plus, c'est le E. Mais, on a vu que si on applique ce principe même avec une phrase en Wolof, ça marche. Et d'ailleurs, ce qui fait que, voilà, c'est là donc, le décalage que j'ai essayé d'expérimenter au tableau, vous voyez, ça donne Ceebu jën Penda Mbaye. Voilà. Comme Animat est une association internationale, il y en a qui nous suivent de un peu partout dans le monde. La phrase Ceebu jën Penda Mbaye pour les Sénégalais, ça ne pose pas de problème, tout le monde sait ce que ça veut dire. Mais pour les autres, ça veut seulement dire riz au poisson. Penda Mbaye, c'est le nom de la femme. Certains disent que c'est elle qui a créé ce plat, d'autres disent que c'est la première personne à cuisiner ce plat avec des tomates fraîches. Donc, Ceebu jën, jën c'est poisson, ceeb ça veut dire riz. Riz au poisson, Penda Mbaye. Et on voit qu'on peut même en déduire le décalage. On voit que le décalage, quand A devient N, on compte seulement A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Donc, on a déduit que le décalage est égal à 13. Donc ça, c'est une manière de faire. C'était moins évident. Ici aussi, comme notre première émission, c'était le dimanche passé, mais ça coïncidait avec le jour de la Korité, la fête de l'Eid el-Kébir, ici au Sénégal. C'est pourquoi on a voulu vous souhaiter une bonne fête de Korité, mais en cryptant le message, malheureusement ou heureusement. On regarde la lettre qui apparaît le plus, c'est le H. Le H apparaît 1, 2, 3,
4, 5 fois aussi, donc on suppose que c'est le E. Je rappelle que ça pourrait ne pas marcher. Si on avait supposé que c'est le E, ensuite on déchiffre, ça ne marche pas, je vais prendre le A pour voir. Si ça ne marche pas, je vais prendre le I. De toute façon, mieux vaut faire 3 opérations, arriver jusqu'à I et trouver, que de faire 25 opérations et tester tout le monde. Donc c'est une manière seulement d'optimiser les recherches, c'est seulement ça. Donc c'était ça pour cette fiche. Donc voilà, les 2 messages ont été déchiffrés. Donc ainsi, je vous lance encore un autre défi. Mais avant ça, on va revenir maintenant sur la vraie théorie de la cryptographie. La dernière fois, vous vous rappelez que j'ai utilisé ce système de CAL, le Verlan en français, qui nous permet de coder, de chiffrer le langage Wolof. Et vous vous rappelez, comme je l'ai dit la dernière fois, quand on était jeune, on parvenait à coder notre langage de telle sorte que même les grands pouvaient ne pas comprendre. Ce qui veut dire, dès le bas âge, on était capable de comprendre la cryptographie. Donc, c'est seulement un codage. Je rappelle qu'il y a plusieurs manières de coder. Parfois même, vous voyez, tout à l'heure, j'ai donné la clé. J'ai donné plutôt le décalage. Ensuite, je n'ai pas donné le décalage. On peut même chiffrer beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire de telle sorte que chaque lettre a son propre décalage. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. On pouvait chiffrer de telle sorte que chaque lettre a son propre décalage. Vous voyez que plus qu'on veut que la sécurité soit rigide, plus on complique le codage. Mais bien évidemment, il faut faire un codage qu'on est capable de comprendre et qu'on est capable d'expliquer à toutes les personnes qui interviennent. Vous voyez, ce tableau nous donne la fréquence des lettres dans la langue française. Vous voyez le E apparaît 12,10%. Le E seulement, E sans accent. Le A, 7,11%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le I, 6,59%, le S, etc. Vous voyez jusqu'au Z. Maintenant, l'avantage est que nous, dans les exemples qu'on a donnés, on a confondu le E accent aigu, E accent grave et E. C'est que si on écrit tout en majuscule, on gagne même en pourcentage. Parce que vous voyez, le E avec accent grave, c'est 0,34%. Et le E avec accent aigu, c'est 2,49%. Donc, si dans ma phrase, je confonds les E, normalement, je vais ajouter la probabilité d'apparition. Donc, j'aurai 12,10 plus le pourcentage de 0,34 plus le 2, ce qui veut dire que ça va vous donner presque 15%. Alors que le A, c'est 7%. Ce qui veut dire que l'apparition du E double même celui du A. Et si on a ce tableau-là, normalement, on suit cette règle pour tester, normalement. Vous voyez, ça aussi, c'est une manière de décrypter des messages qui ont été codés quand on ne connaît pas la clé. Maintenant, on va amener un petit vocabulaire parce qu'il faut, au début, on n'avait pas de cours de cryptographie, donc c'était normal que les gens mélangent cryptographie, cryptage, décryptage, chiffrage, déchiffrage. Donc, la cryptographie est basée sur une valeur secrète aux clés, utilisée pour rendre un message inintelligible. Par exemple, dans le système de décalage présenté dans cet atelier, la valeur du décalage alphabétique constitue la clé. Donc, vous voyez qu'avec les premières phrases, si on a la clé, on déchiffre. Donc, c'était ça notre clé pour cet exemple-là. Et l'action de rendre inintelligible est appelée déchiffrement et non pas décryptage. L'action de rendre le message inintelligible, c'est ça qu'on appelle le chiffrement. Et l'action de rendre lisible ou compréhensible le message, c'est ça qu'on appelle le déchiffrement. Donc, on appelle cryptosystème maintenant un ensemble d'opérations cryptographiques le plus souvent, chiffrement plus déchiffrement, et permettant une communication sécurisée. Maintenant, on a 2 types de cryptosystèmes. Ça, c'est pour les élèves, pour que vous faites des recherches, et maintenant, vous connaissez, vous élargissez vos recherches pour voir exactement c'est quoi la cryptographie. Donc, les cryptosystèmes modernes se divisent en 2 catégories. Il y a les algorithmes dits symétriques, ou à des clés privées dans lesquelles l'émetteur et le récepteur du message connaissent la clé et les algorithmes. C'est-à-dire, je prends mon message, je le crypte, mais à celui que je l'envoie, je lui donne la clé. Sinon, même s'il reçoit le message, il est incapable de décrypter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les algorithmes symétriques. Maintenant, il y a aussi les algorithmes asymétriques ou à clé publique, dans lesquels la clé est divisée en 2 parties.
L'une est publique, diffusée largement et utilisée par les émetteurs pour chiffrer le message, et l'autre privée, gardée secret et utilisée par le récepteur pour déchiffrer les messages reçus. Donc, bien que plus lent que leurs homologues à clé privée, les cryptosystèmes à clé publique présentent un immense avantage. Comme il n'y en a aucun secret à échanger pour communiquer, le risque que la clé secrète fuite, si elle est gérée correctement, est extrêmement limité. Parce que maintenant, la clé est publique, tout le monde peut prendre. Donc, de nos jours, la cryptographie symétrique est utilisée, par exemple, dans la sécurité des distributeurs de billets, dans la confidentialité des emails, ou encore dans le protocole d'accès à distance tel que le SSH. La cryptographie à clé publique est, quant à elle, utilisée abondamment sur Internet. C'est le protocole SSL et le TSL, par exemple. Voilà. Il est possible de mélanger les deux techniques pour obtenir un chiffrement dit hybride. L'émetteur génère une clé symétrique de son côté, chiffre le message avec. Le chiffre ensuite cette clé à l'aide de la clé publique du destinataire et envoie le message chiffré et la clé de ce dernier. Le destinataire déchiffre alors la clé symétrique grâce à sa clé privée et utilise la clé symétrique qu'il vient d'obtenir pour déchiffrer le message. Cette technique est par exemple utilisée dans les messageries instantanées telles que WhatsApp. Bon, c'est ce qu'on nous dit. Par exemple, voilà, comme vous le voyez sur WhatsApp, quand vous entamez une nouvelle discussion, vous voyez toujours au début, il y a ce petit message. Peut-être avant cette émission, vous ne saviez pas qu'est-ce que ça signifiait, mais maintenant, lisons ensemble, vous allez voir. Il dit que les messages envoyés dans cette discussion et les appels sont désormais protégés avec le chiffrement de bout en bout. Appuyez pour plus d'informations. Quand vous appuyez sur ce message, vous pouvez même le faire tout de suite avec votre téléphone. Il vous dit les messages envoyés dans cette discussion et les appels sont désormais protégés avec le chiffrement de bout en bout. Cela signifie que WhatsApp et les tiers ne peuvent pas lire ni écouter. En fait, c'est ce qu'ils disent. Ça veut dire quoi? On a vu comment chiffrer des messages. Mais de la même manière, on peut chiffrer des fichiers MP3, des vidéos, des photos. On peut chiffrer tout ce qui circule sur Internet. On peut le chiffrer. Bien sûr, quand il s'agit de chiffrer un fichier MP3, on ne va pas mettre des lettres alphabet, mais il y a une manière de chiffrer. Et d'ailleurs, vous voyez ici, il parle de chiffrage de bout en bout. Ça veut dire quoi? Même s'il y a un hacker qui écoute sur les ports de votre téléphone, ou bien qui intercepte votre message via le réseau ou je ne sais quoi, il sera incapable de comprendre le message. Il va recevoir quelque chose, mais il sera incapable de décoder. Parce que le message a été chiffré de la même manière qu'on a chiffré nos messages de tout à l'heure. Vous voyez que quand je vous ai donné ce message-là la semaine passée, en fait, ça n'avait presque pas de sens. De la même manière, il va écouter sur les ports, mais il ne va pas entendre le bruit normal. Donc c'est un système de chiffrage. Voilà donc, chers internautes, chers téléspectateurs de la chaîne Télé-École, pour le défi de la semaine passée, voilà, vous allez nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez appris. Et on ne va pas vous laisser comme ça et on va vous lancer encore un autre défi pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, on va parler de pavage et de domino. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut paver une grille n fois m. Ça veut dire qu'il y a n lignes et m colonnes, comme vous le voyez à gauche. Par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes et 4 colonnes. Donc, je n'ai pas donné de valeur au début. Vous pouvez prendre 1000 lignes, 2000 colonnes ou une ligne, 30 colonnes, etc. Mais on veut le faire avec des dominos, c'est-à-dire ces petits carreaux de taille 1 fois 2, c'est-à-dire soit une ligne, 2 colonnes, soit 2 lignes, 1 colonne. On peut le tourner comme on veut. Bien évidemment, on peut tourner comme on veut. La question, ou bien les questions sont les suivantes. Peut-on paver n'importe quelle grille, quelles que soient les valeurs de n et de m? C'est-à-dire, par exemple, si je prends n égale 2, m égale 10, est-ce que je peux prendre ce petit pavage et le remplir jusqu'à ce que ça soit plein? Je ne veux pas de creux. Si oui, vous allez me dire comment et qu'est-ce qu'il en est exactement. Et maintenant, deuxième question. Si on retire maintenant une case, si on retire une case de la grille, est-ce qu'on peut toujours paver cette grille?
Si oui, pour quelle valeur de m et n et comment on va le faire? Donc, peut-on toujours paver la grille nm? Quelles sont les conditions sur n et m pour la position de la case retirée? C'est-à-dire comment je dois retirer la case avec quelle valeur de m et n pour que ça marche? Donc, c'est ça. Pour la semaine prochaine, vous avez encore une semaine, chers amoureux des mathématiques, pour vraiment me donner réponse à ces 2 questions. Donc sur ce, comme je l'ai dit la fois passée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres défis avec Animat sur Télé École.